La biomasse désigne l'ensemble des matières vivantes, naturelles, cultivées, élevées, ainsi que leurs résidus. La biomasse est indispensable à l'homme. Pendant des millénaires, l'homme a utilisé la biomasse comme source d'énergie. Au XXe siècle, la civilisation du pétrole rend la vie plus facile, mais avec pour contrepartie une dégradation violente de l'environnement. Aujourd'hui, la solution serait-elle le retour aux énergies fondamentales, le soleil et la biomasse? Mais à quel coût? Les technologies récentes permettent de transformer la biomasse en hydrocarbures en quelques heures. Le coût du changement est donc surtout une question de volonté. À quel point la biomasse peut-elle remplacer les énergies fossiles? Quels bénéfices pour l'environnement? Pour la société? Pour le changement climatique? En un an, l'humanité consomme 12 milliards de TEP, des tonnes équivalent pétrole. En un an, l'énergie solaire reçue par la Terre équivaut à 90 000 milliards de TEP. Et l'énergie que stocke la biomasse par sa croissance équivaut à 72 milliards de TEP. Il suffirait de capter 1 heure de rayonnement solaire, ou 1/6 de la production annuelle de la biomasse, pour assurer les besoins énergétiques de l'homme. Pourtant, les énergies renouvelables ne comptent que pour 13% dans le bouquet énergétique mondial. Il est dominé par les énergies non renouvelables, le pétrole, le charbon, le gaz et le nucléaire. C'est la biomasse qui arrive en tête des énergies renouvelables, devant l'hydroélectricité, l'éolien, la géothermie, le solaire et la marémotricité. La biomasse, qui est au début de la chaîne alimentaire, est aussi au début d'une chaîne énergétique. La photosynthèse est un processus biologique qui permet aux plantes de synthétiser leur propre matière organique à partir du dioxyde de carbone atmosphérique, le CO2, et de l'eau captée dans le sol. La photosynthèse produit principalement des sucres. Par exemple, il faut 6 molécules de CO2 et 6 molécules d'eau pour produire 1 molécule de glucose. La réaction produit aussi 6 molécules d'oxygène. Le CO2, en partie responsable de l'effet de serre, se retrouve donc séquestré sous forme solide dans la matière organique. Le potentiel énergétique contenu dans la matière organique est supérieur à celui des produits de départ, le CO2 et l'eau. La plante capte le surplus énergétique nécessaire dans l'énergie lumineuse. Cette énergie est stockée sous forme d'énergie de liaison entre les atomes. Le retour de la biomasse à ses constituants de départ libère cette énergie. C'est cette énergie que nous récupérons lorsque nous mangeons la plante ou lorsque nous la brûlons. Mais comme tous les êtres vivants, la plante respire. Le bilan de la respiration est l'inverse de celui de la photosynthèse. La plante consomme des sucres et de l'oxygène et produit du dioxyde de carbone et de l'eau. En journée, la photosynthèse compense la perte de matière organique due à la respiration. Pour qu'il y ait croissance, il faut que la quantité de matière organique fabriquée par la photosynthèse excède celle dégradée par la respiration. La nuit, seule la respiration a lieu. Enfin, la décomposition de la plante en présence d'oxygène obéit au même bilan que celui de la respiration. Au cours de sa vie, le jeune arbre commence par stocker du carbone. En vieillissant, sa respiration rattrape sa synthèse de matière organique. L'arbre meurt. En se décomposant, il libère l'ensemble du carbone qu'il aura stocké.
Il est donc puits de carbone, puis source de carbone. Mais sur sa vie entière, le bilan est nul. Il n'a pas stocké de carbone, il n'en a pas produit non plus, pas plus qu'il n'a produit ou stocké d'oxygène. Pour limiter l'effet de serre en séquestrant un maximum de carbone, il existe donc un âge optimum auquel l'arbre devrait être coupé et remplacé par un jeune plant. Si l'arbre est brûlé au lieu de se décomposer, on retrouve le même bilan, mais la réaction est plus rapide. Maintenant, si sa décomposition a lieu en l'absence d'oxygène, par exemple en forêt humide, l'arbre va émettre du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Donc sur sa vie entière, l'impact de l'arbre aura été négatif. Il aura produit des gaz à effet de serre. En intervenant dans les systèmes naturels, l'homme peut donc contrôler la réabsorption du CO2 atmosphérique et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans la gestion forestière, on a un âge optimal de récolte, mais c'est lié aussi à une valorisation qu'on veut en faire. Donc si on veut faire du bois d'œuvre, et à l'époque de Colbert, quand on mettait des belles chênaies en France, on voulait du gros bois, etc. Donc on avait des horizons de coupe qui étaient relativement longs, des siècles. Et maintenant, si on veut faire du sciage, et maintenant les scieries peuvent avoir des diamètres, utiliser des bois plus petits, on peut réduire et moduler également en fonction des usages et des marchés et des techniques. On peut moduler également l'âge de coupe. Donc il faut voir que la forêt, c'est quelque chose de dynamique et donc on peut également l'adapter. Et idem, si on veut développer l'usage énergétique, eh bien, on peut se dire que ce n'est pas la peine non plus de faire un chêne de 150 ans pour le couper, le brûler. Il vaut mieux effectivement modifier et aller plutôt vers des taillis, mais des taillis qui sont en gestion vraiment dynamique. Pour Elisabeth Lenette, le bois de feu est une ressource traditionnelle en France. Il représenterait 40% de la récolte nationale. Mais il n'est pas pris en compte dans les chiffres officiels, car il est ramassé par les particuliers et il échappe à la comptabilité publique. À l'échelle planétaire, le flux de carbone capté par la biomasse est de l'ordre de 62 milliards de tonnes par an. Ce carbone est circulant, car une grosse partie retourne dans l'atmosphère à cause de la décomposition de la biomasse. La photosynthèse est le moteur de ce cycle du carbone. Autour de ce cycle principal gravitent des cycles au flux moins important. Le carbone atmosphérique est en équilibre avec le carbone dissous dans l'hydrosphère. Une partie de ce carbone dissous sédimente. Par ailleurs, du calcaire sédimentaire est brûlé par les volcans et retourne à l'atmosphère. Enfin, une infime partie de la biomasse prend la voie de la fossilisation. C'est le cycle du kérogène. Mais il faudra plusieurs millions d'années à cette biomasse pour se transformer en charbon, pétrole et gaz naturel. À partir de l'ère industrielle, vers les années 1850, l'homme a commencé à puiser dans les ressources fossiles. Il a provoqué un rejet supplémentaire de CO2 dans l'atmosphère par la combustion de ces ressources. Le déboisement et l'utilisation du calcaire pour fabriquer par exemple le ciment génèrent aussi des rejets de CO2 dans l'atmosphère. L'homme émet donc une nouvelle source de CO2 qu'on appelle le CO2 anthropique. Ce flux de carbone rejeté dans l'atmosphère provoque un déséquilibre, car il est trop important pour être absorbé par les phénomènes naturels. Ainsi, la concentration en carbone atmosphérique, qui était restée stable depuis des années, augmente depuis la première révolution industrielle. Elle amplifie l'effet de serre. La plante, en captant le CO2 et en le relarguant, crée un flux de carbone. L'ensemble de la biomasse forme un stock de carbone. Le stock et le flux sont liés. Sur Terre, le stock de carbone se répartit entre 4 réservoirs. L'atmosphère, 750 milliards de tonnes de carbone, essentiellement sous forme de dioxyde de carbone. La biosphère, c'est le carbone organique de la biomasse,
dont un quart est vivant et 3/4 mort ou en décomposition. L'hydrosphère, l'eau, contient du carbone dissous. La lithosphère, les roches du sous-sol, contient l'essentiel du carbone, sous forme minérale. Il y a les roches d'origine organique, le charbon, le pétrole et le gaz, formés par fossilisation de la biomasse. On parle d'énergie fossile. Il y a aussi les roches calcaires, formées par sédimentation des coquillages et par précipitation du carbone dissous dans l'hydrosphère. Le stock de carbone que nous pouvons encore rejeter dans l'atmosphère est énorme. Les hommes ne sont pas égaux par rapport à leur consommation énergétique. Il y a les gros consommateurs. Ils consomment 10 fois plus que les petits consommateurs. Et il y a les consommateurs moyens. Les gros consommateurs pourraient consommer moins, mais ils ne sont pas les plus nombreux. Ce sont les zones où les consommations par personne sont les plus faibles, qui sont les plus peuplées, où l'accroissement de la population est la plus forte, et où l'accroissement de la consommation énergétique est la plus forte. Mais ces consommateurs consomment si peu qu'il est difficile de leur demander de consommer moins. Donc, même avec un équilibrage de la consommation autour de 2,5 TEP par personne et par an, il va falloir produire plus d'énergie, d'autant que la population mondiale continue d'augmenter. Si nous voulons une consommation pérenne, la production d'énergie ne devrait plus faire appel au stock énergétique, mais au flux énergétique. Il ne faudrait plus puiser dans les énergies fossiles, ni déboiser, mais capter l'énergie solaire, éolienne ou le flux de production de biomasse. Nous devons consommer les énergies qui ont la possibilité de se renouveler au rythme auquel nous les consommons, les énergies renouvelables. L'utilisation de la biomasse consiste à dévier une partie du carbone circulant vers l'activité humaine. Une fois consommé, ce carbone rejoint le cycle qu'il aurait eu sans la présence de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'émet pas de rejet supplémentaire dans l'atmosphère. Bien au contraire, ce qui est pris dans la biomasse économise l'énergie fossile et économise d'autant les rejets dans l'atmosphère. Mais la production de la biomasse, sa transformation et son acheminement a un coût énergétique. Il faut donc calculer l'économie de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle. Les circuits courts, déjà bien implantés dans l'alimentaire, auraient aussi une place à jouer dans la production énergétique. C'est l'expérience que mène Villeneuve-sur-Lot depuis 2005. Fuel, gasoil, et ici, pistolet pour l'huile végétale. Au début de l'expérimentation en 2005, on a commencé petit à petit avec les tests, avec les analyses, etc. Avec des pourcentages bas, hein. On peut voir ici 10%, on a 30, on a 50, on a 100. Mais là on ne se sert plus que du 30 pour les command rails et du 100 pour les véhicules qui sont équipés du système bicarburation. Ça c'est un moteur Renault, donc une belle ordure. Donc on l'a équipé d'un système de bicarburation pour pouvoir l'utiliser à l'huile végétale. On démarre toujours au gasoil. Quand on monte en température satisfaisante, que le moteur est en charge. Donc la bascule électronique active les électrovannes qui basculent et on injecte directement de l'huile végétale pure à 100% dans le moteur. Sur les moteurs, je dirais dernière génération, DCI ou HDI, on peut le prendre comme on veut, avec des systèmes command rail, haute pression d'injection. Donc là, on est au maximum à un taux d'incorporation de 30%, mais directement dans le réservoir. Et donc par contre, là, sans aucune modification technique. On n'a aucun symptôme qui peut nous faire dire qu'on fonctionne à l'huile. On a même été plus loin, on a démonté le moteur, piston, segments, etc. sur l'établi et on a vérifié l'état des segments, l'état des gorges de piston. C'était quelque chose de tout à fait semblable ou équivalent à l'utilisation de gasoil pur. L'huile a déjà permis de parcourir 2 millions de kilomètres. Elle est produite autour de Villeneuve-sur-Lot. La culture en semi-direct économise le labour
et l'ajout d'engrais. Vous êtes devant notre installation de trituration de la ferme. Alors on va commencer par le réservoir qui est ici, où on va stocker la graine. Juste en dessous, vous avez la presse de trituration. Alors la graine descend par gravité, elle passe à l'intérieur de la presse et la graine se divise en deux parties. L'huile végétale que l'on voit couler et derrière le tourteau. Alors ici, c'est une première pression à froid. La graine n'a pas été chauffée, c'est une première pression à froid. Alors le tourteau, lui, c'est de l'alimentation animale, destiné que pour les animaux. L'huile végétale, on peut en faire deux choses, de l'alimentaire ou du combustible. Sur un hectare de tournesol, on va parler de tournesol, on fait à peu près 30 quintaux. Et avec à l'hectare. Donc à l'hectare, on peut arriver à faire avec 3 tonnes, on fait 1000 litres d'huile. 3 kilos pour un litre d'huile. 1 litre d'huile et 2 kilos de tourteau, évidemment, pour l'alimentation animale. Oui, alors grâce à ce tourteau, à l'intérieur, il n'est pas sec, il reste encore de 11 à 15% de matière grasse. Et cette protéine-là permet aux animaux d'avoir un poil beaucoup plus luisant. Ils sont de bonne humeur. Enfin bon, ça veut dire que c'est de l'alimentaire qui n'est pas pris aux humains quand même. C'est aussi pour les animaux. Comme les animaux après on les consomme, donc c'est vraiment pas de l'industrie, c'est de l'alimentaire. Et si jamais on va aller plus loin, si on veut faire de l'huile carburant, à ce moment-là, on va aller dans une autre pièce. Voilà, nous sommes devant la deuxième filtration. L'huile végétale arrive ici, qui est alimentaire. On passe ici de 5 microns, 1 à 3 microns. Là, nous avons le filtre terminal, 1 micron absolu. Et sur le côté, on a un piège à eau pour récupérer toutes les condensations s'il y en a dans les canalisations ou quoi que ce soit. Et à la sortie du tuyau, on est en huile carburant. En 1900, Rudolf Diesel avait déjà prévu de faire fonctionner son moteur à l'huile végétale. Il pensait révolutionner l'agriculture, car il rendrait les agriculteurs autonomes énergétiquement et même producteurs d'énergie. Avant 2008, on utilisait des substrats facilement transformables, souvent des denrées alimentaires, le sucre et l'huile végétale, pour obtenir de l'éthanol et des esters méthyliques. Ce sont les biocarburants de première génération. En 2008, la crise alimentaire frappe. Elle renforce la conscience que l'on doit utiliser de la biomasse non alimentaire pour la production des biocarburants. Ce sont les biocarburants de deuxième génération. Les biocarburants de deuxième génération utilisent la lignocellulose comme matière première. La lignocellulose est le principal constituant des plantes. Sa transformation permet donc d'utiliser les plantes entières et non plus les seuls organes de réserve. La nature de l'énergie que l'on produit dépend de l'usage que l'on souhaite en faire. On distingue l'usage statique de l'usage mobile. L'énergie à usage statique est consommée en un lieu fixe. L'énergie à usage mobile est utilisée pour mettre en mouvement un véhicule. Un quart seulement de l'énergie sert à l'usage mobile. Mais c'est l'énergie qui pose le plus de problèmes, car on doit l'embarquer à bord du véhicule. La principale contrainte est d'aller loin, avec un faible volume de carburant. On produit beaucoup d'énergie renouvelable sous forme de chaleur et d'électricité. La chaleur et l'électricité peuvent difficilement être stockées. On s'en sert donc surtout pour l'usage statique. La biomasse a la particularité d'être disponible sous forme de matière. Cela lui donne l'avantage de pouvoir être stockée facilement. Parmi les énergies facilement stockables, on va préférer celle avec le plus fort contenu énergétique. On parle de pouvoir calorifique. Plus le pouvoir calorifique est élevé, plus on peut aller loin. La biomasse, le bois, a un pouvoir calorifique faible, 16 mégajoules par kilogramme. Par ailleurs, la forme solide du bois est mal adaptée pour alimenter un moteur. Des gaz sont utilisés comme énergie à usage mobile. Le méthane et l'hydrogène. Ils possèdent un très bon contenu énergétique. Mais le stockage de ces gaz reste volumineux et limite finalement l'autonomie des véhicules. L'hydrogène serait pourtant un carburant idéal, car sa combustion ne rejette pas de CO2. L'uranium enrichi a un pouvoir calorifique de l'ordre de 500 000 mégajoules par kilogramme. Il est utilisé par la marine militaire.
1 kg d'uranium permettrait à une voiture de parcourir 200 000 km. Dans le civil, l'énergie la plus adaptée pour la mobilité est donc de forme liquide. On parle alors de carburant et de biocarburant lorsque la ressource est biosourcée et non fossile. Les biocarburants liquides sont déjà entrés dans le quotidien. L'éthanol est mélangé à l'essence. On utilise aussi des huiles végétales pures. Mais l'essence et le diesel, avec un pouvoir calorifique de 43 mégajoules par kilogramme, dépassent tous les carburants liquides. Les carburants qui ont les pouvoirs calorifiques les plus forts contiennent les molécules les moins oxydées, c'est-à-dire dont la proportion d'oxygène est la plus faible. L'essence et le diesel ne contiennent plus d'atomes d'oxygène, mais uniquement des atomes d'hydrogène et de carbone. Ce sont des hydrocarbures. Aujourd'hui, la moitié du pétrole est utilisée pour la mobilité. Si le pétrole s'est imposé, c'est qu'il a une vertu. Les molécules d'hydrocarbures sont sans dangerosité, elles n'explosent pas et elles ont un fort pouvoir calorifique. L'enjeu est donc de produire des hydrocarbures liquides, mais à partir de la biomasse. La nature a mis des millions d'années à produire les hydrocarbures. Sommes-nous capables d'y arriver en quelques heures ? La voie microbienne est une alternative pour produire des lipides aux voies qui existent aujourd'hui, à savoir l'utilisation des plantes oléagineuses. Ici, on peut voir au microscope les photos des levures dites donc oléagineuses. En l'absence d'accumulation de lipides et en présence d'accumulation de lipides, on voit apparaître les globules lipidiques qui sont vraiment des corps intracellulaires internes aux micro-organismes dans lesquels vont s'accumuler ces lipides et qui peuvent permettre d'accumuler jusqu'à 75% en masse. Ce qui signifie qu'en fait, on a des teneurs en lipides qui sont très proches de ce que l'on peut avoir dans des graines oléagineuses, d'où évidemment le terme de levure oléagineuse. Donc en fait, il s'agit de convertir des substrats d'origine renouvelable non alimentaire en lipides, en ayant en plus la possibilité, par le choix du micro-organisme, de venir moduler cette composition en lipides. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de produire des lipides avec des usages énergie, donc biokérosène ou biojet fuel, mais également de produire des lipides pour des usages alimentaires, avec des profils qui par exemple vont être très similaires à l'huile de palme, l'huile de soja, mais ceci produits à partir de ressources agricoles non alimentaires, et enfin aussi d'avoir des applications sur la santé avec toute la partie oméga 3, oméga 6, etc. Tous ces résultats sont issus du travail d'une dizaine de chercheurs qui se sont très fortement impliqués depuis 2005, c'est-à-dire 7 ans de travail, 7 ans de collaboration dans un réseau qui réunit des équipes de Toulouse et des équipes de Paris. Les avantages de la filière résident dans le développement d'un procédé qui va être robuste, qui va avoir des performances indépendantes de la localisation géographique, indépendantes des variations climatiques, utilisable pour différentes ressources et qui en plus va bénéficier de technologies très anciennes que sont les fermenteurs, qui vont donc faciliter le passage des laboratoires, des étapes de laboratoire vers les phases industrielles. So biofuel is quite difficult, quite in the marginal of the core business of Airbus. But we do know that alternative fuels work and that airlines are ready to use biofuel. They just need the fuel now. Nous avons aussi, en plus de nos objectifs de performance technologique, des objectifs environnementaux. Et les biocarburants et les biojets nous permettront d'atteindre des objectifs environnementaux très ambitieux. La croissance neutre carbone en 2020 et de réduire nos émissions de CO2 de moitié en 2050 par rapport à 2005. Sans les biocarburants, nous n'arriverons pas à ces objectifs-là. C'est quelque chose qui est excessivement important, que la plupart de nos clients, les compagnies aériennes, demandent, réclament, dans le cadre des nouvelles mesures de marché sur le CO2, cette nouvelle fiscalité qui va les impacter. Il est important pour elles d'avoir des sorties de ces mesures de fiscalité et aussi pour elles d'avoir des croissances respectueuses et responsables, notamment au niveau de l'environnement. Nous dessinons actuellement des avions autour sur le principe même des hydrocarbures liquides. Donc, dans les décennies à venir, les avions auront besoin d'hydrocarbures liquides. Pour voler avec un nouveau carburant, il est nécessaire d'obtenir ce que nous appelons une certification. Une certification qui est commune à l'ensemble du monde aéronautique, dans lequel chacun des acteurs aéronautiques a son mot à dire. Pour le moment, depuis les 2-3 dernières années, nous avons réussi à avoir 2 nouvelles annexes, 2 nouveaux types de biocarburants qui sont certifiés et donc complètement adaptés à l'avion.
Les huiles microbiennes donc produites par des micro-organismes pourraient rentrer totalement dans une de ces annexes, les huiles hydrotraitées. Airbus est un assembleur d'avions, nous ne sommes pas producteurs d'énergie, nous n'avons aucun intérêt dans l'industrialisation, la production, en tout du moins de ces nouveaux biocarburants. Donc nous ne sommes pas juges et parties, nous sommes seulement juges. Et nous poussons les filières et nous soutenons ces filières les plus prometteuses. L'enjeu, c'est maintenant de discriminer ces filières en fonction de leur performance et de la valeur économique qu'elles vont créer. Et c'est pour ça, c'est vrai que les huiles maintenant nous paraissent les plus prêtes et seront probablement les carburants aéronautiques verts du futur pour les années à venir. Il peut y avoir d'autres filières, il y a beaucoup de procédés que nous étudions avec des niveaux de maturité très différents et qui peuvent être plus bas pour le moment, mais qui sont tout aussi prometteurs. La matière première pour les biocarburants de deuxième génération, la lignocellulose, est un enchevêtrement complexe de macromolécules. Des milliers de molécules de glucose s'assemblent en chaînes linéaires pour former une molécule de cellulose. Les chaînes de cellulose s'assemblent elles-mêmes en fibrilles. La lignine est comme un corset qui rigidifie le réseau de cellulose et apporte aux cellules végétales leur rigidité et leur imperméabilité. L'hémicellulose est le liant entre les molécules de cellulose et la lignine. Cette structure confère à la biomasse une grande résistance. C'est là toute la difficulté des biocarburants de deuxième génération. Comment déconstruire la lignocellulose jusqu'à obtenir des molécules simples, utilisables par la chimie classique. L'enjeu est capital. Dans les procédés de première génération, une simple pression à froid permettait d'extraire le sucre ou l'huile. Les procédés de deuxième génération sont beaucoup plus complexes. On distingue les méthodes microbiennes des méthodes thermiques. Après une attaque chimique, les méthodes microbiennes utilisent des enzymes qui fractionnent sélectivement les macromolécules en sucre simple. On récupère entre autres les molécules de glucose de la cellulose. Les méthodes thermiques, plus radicales, pulvérisent l'ensemble des macromolécules de la lignocellulose en molécules élémentaires, l'hydrogène et le monoxyde de carbone. Le pilote que vous voyez ici est vraiment une unité de test, une unité de pré-industrielle qui permet de tester industriellement ou pré-industriellement le procédé. Donc on a la biomasse qui est dans ce conteneur qui est amenée dans le procédé de gazification par cette trémie. La gazification est un procédé de conversion thermique de la biomasse. Le principe est de porter à haute température une biomasse de type bois, de type paille, plutôt effectivement des biomasses sèches, de les porter à haute température à un minimum de 800-900 degrés, de manière à ce qu'elles se décomposent sous la forme d'un gaz. Ce gaz, on appelle ça un gaz de synthèse, et ce gaz de synthèse peut être ensuite utilisé de différentes manières. On peut le brûler directement, à la manière du gaz naturel. On peut également l'envoyer sur des catalyseurs de synthèse de biocarburants. Ces catalyseurs peuvent permettre de produire du méthane dans le cadre de la méthanation, peuvent produire également des carburants liquides de type éthanol ou biodiesel lorsqu'on travaille sous forme de catalyseur Fischer-Tropsch. Et dans notre cas ici, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de regarder les propriétés calorifiques de ce gaz en combustion directe. Donc ici, on a une unité qui permet de tester ces propriétés calorifiques. On a une unité de mesure, on va regarder la combustion de ce gaz directement, et notamment à quelle température on peut le brûler, quelle va être l'énergie dégagée, et comment on va pouvoir utiliser ces gaz dans les procédés industriels. On utilise dans ce procédé une biomasse d'origine forestière. C'est vraiment ce qu'on appelle des connexes de bois. Donc ce n'est pas formé par le tronc de l'arbre, c'est vraiment toutes les branches qui tombent et qu'on peut récupérer, qui ne sont pas utilisées en bois d'œuvre. Donc via cette biomasse, on n'est pas du tout en compétition avec les usages classiques de la biomasse. On est vraiment sur un produit qui est uniquement destiné à l'énergie.
On limite vraiment l'énergie qui est dépensée pour le pré-traitement. On est vraiment sur une biomasse qui est très brute, qui sort de la forêt. On l'obtient comme ça vraiment ce qu'on appelle en bord de route, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une usine de transformation supplémentaire. Donc les bilans énergétiques sont plutôt excellents. On essaie de développer des procédés, notamment via la gazification, qui sont capables de travailler avec des biomasses de nature, de qualité et de formes différentes. Donc là, on va être sur un procédé de production de verre, notamment en Champagne. Et donc l'un des objectifs, c'est de récolter cette biomasse localement, notamment tout ce qui concerne les biomasses viticoles, donc les sarments de vigne, les ceps de vigne qui sont arrachés, et puis l'ensemble des boiseries qui sont utilisées pour la culture de la vigne, dans ce type de procédé. Donc l'idée, c'est vraiment de produire l'énergie à partir de la biomasse connexe viticole, l'énergie qui permettra de produire les bouteilles qui contiendront le produit effectivement de la vinification. Et ça, c'est les cendres. Un des objectifs de la filière, c'est d'avoir un retour à la terre des cendres qui sont produites dans le procédé et qui permettent de durabiliser l'exploitation de ces biomasses. Donc on est sur des unités qui sont réellement décentralisées. L'objectif, c'est de faire des unités de petite et moyenne taille, à un coût économique acceptable, de les intégrer localement dans les campagnes et à proximité de ces différents gisements, avec des circuits d'approvisionnement courts, on va dire d'un ordre de grandeur de l'ordre de 50 km maximum, qui permettent effectivement de minimiser les transports en camion et également de favoriser le développement local. Imagine que le gaz il coûte toujours 20 € du mégawattheure, si nous on est à 80 avec notre biométhane, on ne sera pas compétitif, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'implémenter. Aujourd'hui, on regarde l'énergie éolienne, l'énergie solaire, enfin, toutes ces énergies sont plus chères que les énergies fossiles, et pourtant on arrive effectivement à les implémenter. Pour répondre aux usages énergétiques, on a donc le choix entre plusieurs types de ressources en biomasse. Il y a les produits de l'agriculture, les graines qui donnent de l'amidon et du sucre, et les graines qui donnent de l'huile. Ces ressources ont permis de mettre au point les biocarburants de première génération. Aujourd'hui, les technologies ont progressé et permettent d'utiliser les sous-produits de l'agriculture, et les produits et les sous-produits de la sylviculture. Cette ressource, riche en lignocellulose, conduit aux biocarburants de deuxième génération. Les cultures de microalgues conduiraient aux biocarburants de troisième génération. Les microalgues produisent des sucres et des huiles avec des rendements à l'hectare qui pourraient être 10 fois supérieurs à ceux des végétaux terrestres. Ces techniques sont très récentes et leur industrialisation reste à développer. Enfin, il y a les déchets. Les déchets humides peuvent être méthanisés pour obtenir du biogaz et alimenter des réseaux de gaz, de chaleur et d'électricité. Les déchets secs, lignocellulosiques, permettent de produire des biocarburants. La combustion directe du bois permet le passage immédiat de la ressource énergétique à l'usage énergétique, la chaleur. Mais en général, un procédé de transformation est nécessaire pour convertir la ressource en un usage énergétique spécifique. C'est dans les bioraffineries qu'ont lieu ces transformations. Si l'on considère l'usage mobile, les solutions les plus favorables pour le moment passent par les biocarburants de deuxième génération. Par rapport à l'utilisation des carburants fossiles, on estime que les biocarburants de première génération économisent 30% de gaz à effet de serre et que les biocarburants de deuxième génération en économisent 70 à 90%. Car les ressources utilisées pour ces biocarburants sont déjà là, il suffit souvent de les récolter. Mais pour lancer une industrie, il faut des matières premières en quantité suffisante, disponibles et pérennes. Les avons-nous ? Sur le globe, les terres émergées représentent 14,9 milliards d'hectares. 10% de cette surface est occupée par les terres cultivées, 23% par les pâtures, 25% par les forêts. Le reste étant partagé entre les déserts et les villes. C'est-à-dire que la biomasse couvre près de 60% des terres émergées. Cependant, les plantes ne poussent pas aussi vite partout. On peut évaluer ces différences en mesurant la production primaire nette. C'est la masse de matière organique synthétisée par mètre carré et par an. Sur les terres émergées, la matière organique est synthétisée 5 fois plus rapidement, en zone tropicale qu'en zone tempérée. La production primaire nette varie en fonction d'une série de facteurs, dont l'intensité lumineuse, la température, la présence d'eau dans le sol et la pression partielle en CO2.
On pourrait presque dire que, grâce au CO2 rejeté par l'homme, les plantes poussent plus vite. Prenons l'exemple des forêts. Elles produisent 2 mètres cubes par hectare et par an dans le Grand Nord, 5 à 20 mètres cubes par hectare et par an en zone tempérée et en zone tropicale sèche, 50 à 100 mètres cubes par hectare et par an en zone tropicale humide. Actuellement, le taux de prélèvement moyen est de 1 mètre cube par hectare et par an. Faisons l'hypothèse de prélever 2 mètres cubes au lieu de 1 mètre cube. Ce seul prélèvement correspondrait à 8% de la consommation énergétique de l'homme. En particulier, les résidus laissés en forêt représentent déjà 60% de la biomasse disponible. Les forêts, dans les pays où elles sont gérées, sans engrais et sans irrigation, voient leur superficie augmenter. Globalement, on considère notamment qu'en France, on a des gisements encore non exploités, d'où un développement de politique publique et une volonté de promouvoir l'usage des bioénergies, notamment dans le Grenelle. Il y a des objectifs forts qui ont été donnés au bois, plus 20 millions de mètres cubes. Donc c'est considérable puisque la récolte officielle actuelle est entre 36 et 38 millions de mètres cubes. Donc vous voyez l'effort supplémentaire à 2020 pour atteindre ces objectifs. Mais les gens qui sont sur le terrain se disent il y a la ressource, oui, mais on a du mal à la mobiliser. Et il faut réussir à trouver les raisons pour lesquelles il y a ces contraintes de mobilisation. Donc il y a des contraintes techniques, on a vu tout à l'heure en montant qu'il y avait des zones de pente, il y a des contraintes aussi sociales, puisque les gens qui sont propriétaires des forêts peuvent ne pas vouloir gérer leur forêt et peuvent ne pas vouloir mobiliser le bois qu'il y a dessus. On dit qu'il y a beaucoup de bois qui existent en France parce qu'il y a des zones qui sont souvent en déprise agricole et qui ne sont pas gérées et donc qui ont un potentiel économique relativement faible. Et donc ça n'incite pas non plus des potentiels acheteurs à aller les récolter. Si je prends les déchets également, les déchets des industries du bois ou même des déchets de produits en fin de vie, il faut aller le chercher, cette ressource supplémentaire, en règle générale relativement diffuse. Donc il y a des contraintes structurelles qui expliquent qu'il y a une sous-utilisation de ce potentiel théorique. Le développement de la biomasse en France a tendance à faire qu'il y a un certain nombre de ressources qui étaient utilisées en valorisation matière et qui ont tendance à aller vers le développement de l'énergie. Et on rejoint la problématique qu'on a en agriculture, valorisation alimentaire versus autre valorisation. Donc on est plus dans une optique pour l'instant de substitution qu'une optique de synergie de développement raisonné des usages. Il faut trouver également un schéma de développement qui limite l'exportation de matières premières, puis c'est ce qui se passe en France. On a un certain nombre de bois, notamment de feuillus, qui sont exportés vers la Chine. Et ensuite, on importe des produits transformés. Mais l'objectif qu'on a, c'est bien utiliser au mieux la ressource nationale pour les usages nationaux. Les scieries, par exemple, il y en a à peu près 2000 en France, et c'est souvent la seule unité de transformation qu'on a dans une commune. Donc elle a eu un rôle industriel important. La scierie mobilise le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, ça a toujours été, en tout cas traditionnellement, l'objectif de gestion forestière en France. Et donc, quand vous tirez du bois d'œuvre, vous tirez aussi du bois industrie ou bois énergie. Donc quand on parle d'industrie, c'est pour la pâte ou les panneaux, et bois énergie, de fait, c'est pour soit votre cheminée, soit la chaufferie locale. Donc vous voyez que finalement les schémas de développement et les intérêts sont convergents pour pouvoir lier gestion forestière dynamique et puis usage et multi-usage sur un territoire. L'intérêt, c'est peut-être aussi d'avoir une approche territoire, comment on réfléchit à une valorisation d'un territoire, que ce soit agriculture et forêt. Il ne faut pas partitionner les deux non plus pour essayer d'avoir cette approche globale et système. Des procédés en cours d'industrialisation permettent maintenant de convertir la biomasse en hydrocarbures. Les biomasses, qui couvrent déjà 10% de la consommation énergétique mondiale, pourraient en assurer 25%. En s'appuyant sur les énergies renouvelables, beaucoup de pays pourraient améliorer leur autonomie énergétique, comme cela devrait être fait pour l'autonomie alimentaire. Les solutions sont à trouver, la recherche s'y emploie. Mais c'est un projet global de société qui doit se mettre en marche et dans lequel il faudra concilier les atouts liés au sol, au climat, les particularités des territoires, mais aussi la biodiversité et l'emploi,
pour assurer l'approvisionnement alimentaire de tous, les besoins en matériaux et en énergie.